Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 69. Pas de dégustation aujourd'hui au programme, mais un petit cours d'histoire. Plusieurs de mes homologues youtubeurs, blogueurs ont déjà répondu à un nouveau challenge. J'avais déjà pu faire dans le passé le You Only Need 5 Whiskies Challenge, où il fallait sélectionner uniquement 5 whiskies avec lesquels on pouvait être satisfait tout au long de l'année. Aujourd'hui, il s'agit d'un autre challenge où on nous demande de sélectionner uniquement un whisky par région. En Écosse, pays du whisky, il n'existe pas seulement des régions administratives, mais des régions de production de whisky distinctes. On en dénombre 5 officielles plus une. Il s'agit du Speyside, des Highlands, des Lowlands, d'Islay et de Campbeltown, auxquels on peut rajouter les whiskies des îles. Au départ, je ne souhaitais pas participer à ce challenge, je ne souhaitais pas le relever, et puis à force de regarder les vidéos de mes confrères, et à force de voir cette carte, voilà, avec ce découpage et ces régions bizarres, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, de vous expliquer en premier quelle est l'origine de ces 5 régions de production de whisky et qu'est-ce qui a fait que ces régions sont ce qu'elles sont aujourd'hui, que ce découpage est ce qu'il est et pas autrement. Et puis quand même, dans un second temps, voilà, si je parle des régions de whisky, je vais quand même pas me défiler, je vais relever ce challenge du un whisky par région. Au départ, la seule grande différence tangible en termes de région géographique, culturelle en Écosse, c'est la distinction entre les Highlands et les Lowlands. Quand on regarde une carte en relief de l'Écosse, on s'en aperçoit tout de suite. La frontière entre les Lowlands et les Highlands, elle est assez nette sur une carte. Elle s'étend grosso modo de Greenock à l'ouest jusqu'à Dundee à l'est. Lowlands, comme leur nom l'indique, ce sont des terres plus basses, plus plates, et les Highlands sont les hautes terres, donc avec un relief beaucoup plus escarpé et beaucoup moins hospitalier. Cette grande disparité géographique, elle s'est traduite par des disparités en termes de démographie, d'économie, puisque dans les Lowlands, on retrouvait les grands foyers de peuplement, dont les deux villes principales d'Écosse, la capitale Édimbourg et la capitale économique Glasgow. Donc les Lowlands étaient beaucoup plus densément peuplés. Ils étaient également beaucoup plus propices au développement de l'agriculture, et notamment de l'agriculture intensive. Tout ça, ça a fait que les Lowlands sont devenus le moteur, la locomotive économique de l'Écosse, tandis que les Highlands, ce sont des terres qui sont restées très rurales, très peu densément peuplé et mécaniquement beaucoup plus pauvre économiquement. Jusque-là, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec le whisky? Au début de l'ère de l'industrialisation, au début du 19e siècle, le plus gros centre de production de whisky en Écosse, c'était les Lowlands, où il y avait la plupart des grosses distilleries légales, licites, qui produisaient énormément de whisky, notamment pour les blends. La plupart des distilleries étaient équipées d'alambics à colonne et non d'alambics à colle de cygne ou à repasse, qui produisaient des whiskies légers, floraux, à cause notamment de cette distillation continue, tandis que les Highlands étaient le royaume de la production illicite, avec une capacité de production bien moindre, des alambics à colle de cygne, à repasse, beaucoup plus artisanal qu'industriel, et ça donnait des whiskies au profil aromatique bien différent, plus charpenté, plus robuste. L'isolement des Highlands faisait que le contrôle sur les distilleries des Highlands par l'administration centrale, par l'administration fiscale, était beaucoup plus lâche dans les Highlands qu'il ne l'était dans les Lowlands. Du coup, ça a permis aux bouilleurs du cru, aux distillateurs privés, de prospérer dans les Highlands et également dans les îles de la côte ouest. Cette distinction première, elle s'est ensuite affinée en fonction des spécificités de certains territoires. Le cas le plus emblématique, sans doute, c'est celui d'Islay. Pourquoi cette île bénéficie du statut de région et pas une autre? Ça s'explique par plusieurs facteurs. Sa situation, déjà, qui fait d'elle un carrefour stratégique sur les routes commerciales entre l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre,
mais également une histoire singulière. La présence monastique est établie depuis des siècles déjà sur l'île d'Islay et elle est également une île fertile où il est facile de faire pousser de l'orge. Culture de l'orge plus présence de moines, présence ecclésiastique sur l'île égale distillation égale production de whisky. La production de whisky sur l'île d'Islay, elle est avérée depuis le XVIe siècle, donc bien avant, 2 siècles, voire plus, avant la légalisation de la distillation en Écosse. Il y a cette spécificité culturelle, il y a cette position stratégique, il y a également une méthode de fabrication singulière. Et là, bien sûr, je vais parler de la tourbe. Il y a énormément de tourbières sur Islay, de la tourbe en abondance. Et les premières productions de whisky ont utilisé cette tourbe pour sécher le malt et donner ce caractère unique au whisky d'Islay. Au XVIIIe siècle, Islay c'était déjà un grand centre de production de whisky illégal. Et du coup, la renommée d'Islay, une fois la légalisation de la distillation en Écosse acquise par une loi de 1823, la réputation d'Islay s'est amplifiée très vite. À la fin du 19e siècle, la réputation de l'île d'Islay comme lieu de production de whisky était déjà établie, aussi bien au niveau national, au Royaume-Uni, qu'au niveau international. Cette réputation grandissante, elle le doit notamment à des distilleries comme Bowmore, qui a été fondée dès 1779, ou encore Laphroaig, fondée en 1815. On va maintenant parler du Speyside, qui est peut-être la région de production de whisky en Écosse la plus connue. Pourquoi ? Parce qu'elle concentre 50%, encore aujourd'hui, la moitié des distilleries de whisky en Écosse sont situées dans le Speyside. Et pourtant, c'est tout petit territoire. Si vous regardez sur la carte, il est inclus dans la grande région des Highlands. Pourquoi le Speyside a été arraché à la région des Highlands, c'est distingué de la région des Highlands. Plusieurs raisons. L'abondance de l'eau, il y a la rivière Spey qui coule dans la vallée du Speyside. Cette rivière Spey a de multiples affluents. Ces affluents irriguent toute la région et permettent de faire fonctionner la plupart des distilleries qui y sont implantée. Cette abondance de l'eau, elle a attiré au début du 19e siècle, lorsque la loi de légalisation de la distillation a été promulguée, de nombreux industriels, de nombreux professionnels du whisky pour venir y implanter des distilleries parmi les plus connues, parmi les plus grandes aujourd'hui, Macallan, Glenlivet, qui ont été fondées en 1824, c'est-à-dire juste un an après la légalisation de la distillation de whisky. Tout un tas de distilleries se sont implantées dans le Speyside, ce qui a créé une concentration absolument phénoménale du nombre de distilleries. La deuxième raison, c'est un style spécifique. L'industrialisation du whisky est arrivée à marche forcée dans le Speyside avec une culture locale de l'orge et cela a créé des whiskies plus légers, plus fruité, qui était peut-être plus accessible, qui plaisait à un plus grand nombre de personnes. Ce style de whisky s'est développé dans le Speyside et le Speyside petit à petit est devenu connu pour cela, pour des whiskies fruités, légers, floraux. Parlons maintenant de la presqu'île de Kintyre, qui est plus connue sous son nom de région de production de whisky, c'est-à-dire Campbelltown. Campbelltown, là pareil, c'est minuscule comme région. En fait, il n'y a qu'une seule ville qui s'appelle Campbelltown. Alors pourquoi cette ville a bénéficié du statut de région officielle? À cause de son histoire, du patrimoine, de tout ce qu'elle a pu apporter à la production de whisky écossaise depuis le 19e siècle. La ville s'est tellement développée à cause du whisky qu'on a fini par l'appeler la capitale mondiale du whisky. À son apogée, il y avait pas moins d'une trentaine de distilleries de whisky en production dans cette seule et unique ville de Campbelltown. Elle est située vraiment à quelques encablures de l'île d'Islay, donc son développement s'explique pour la même raison, à cause de cette position stratégique entre les marchés irlandais, écossais et anglais. Elle s'explique également car cette péninsule de Kintyre s'est très vite industrialisée avec une production d'orge locale et également des matières premières pour sécher l'orge, notamment le charbon, et également un savoir-faire. Cette concentration de distilleries de whisky dans une même ville, ça a donné une très forte émulation au niveau des méthodes de fabrication, au niveau de la qualité de production de ces whiskies. Et très vite, les whiskies produits à Campbelltown ont été reconnus pour leur qualité et leur style, leur profil aromatique
propres. Ces whiskies étaient considérés comme huileux, maritimes, iodés avec un fort caractère. Campbelltown a atteint son apogée à la fin du 19e siècle et a ensuite décliné petit à petit parce que la qualité du whisky a commencé à baisser. Le déclin de Campbelltown a aussi été dû, je l'ai mentionné tout à l'heure, au développement d'un autre centre de production de whisky, le Speyside. Et la prohibition entrée en vigueur aux États-Unis au début du XXe siècle a fini d'achever le déclin de Campbelltown. La presqu'île, la ville ne s'en est quasiment jamais relevée et aujourd'hui il n'existe plus que 3 distilleries, Springbank, Glen Scotia et Glengyle. Voilà, mais la Scotch Whisky Association a décidé d'élever Campbelltown au rang de région officielle à cause de toute cette histoire, à cause de tout ce patrimoine, et c'est une région aujourd'hui qui ne souffre d'aucune contestation car la réputation de Campbelltown s'est bien rétablie aujourd'hui. On a parlé de la différence qu'il y a pu y avoir entre les Highlands et les Lowlands. Aujourd'hui, les Lowlands, c'est peut-être la région de production de whisky la moins connue des amateurs de whisky et pourtant, comme dit au départ, au début du 19e siècle, c'était la principale région de production du whisky. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques distilleries en production tant le déclin a été fort. Au plus bas, il n'en restait que 3. La date cruciale, je vous l'ai déjà donnée, c'est 1823, la légalisation de la distillation du whisky en Écosse dans tout le pays. Elle a entraîné la multiplication des centres de production de whisky. On a parlé d'Islay, on a parlé du Speyside, on a parlé du style robuste des Highlands avec d'autres types d'alambics, d'autres méthodes de fabrication. Les Lowlands, eux, se sont concentrés sur la quantité. C'est ce qui a causé leur perte car ces whiskies des Lowlands étaient de moins en moins adaptés au goût des consommateurs. L'âge d'or des Lowlands aura duré du coup jusqu'au début du 19e siècle et le deuxième facteur qui a contribué au déclin des Lowlands, c'est également les progrès de l'agriculture. Les terres des Highlands étaient beaucoup plus pauvres, les sols moins fertiles et donc l'agriculture moins développée, mais avec les progrès de l'agriculture, la mécanisation, l'invention des engrais chimiques, les cultures d'orge ont pu également se développer dans toute l'Écosse et notamment dans les Highlands. Donc ce qui a causé encore plus de concurrence pour les Lowlands qui n'avaient plus cette exclusivité de la production d'orge. L'officialisation de ces régions, elle est très récente. La Scotch Whisky Association a officialisé ces 5 régions de production de whisky uniquement dans les années 80. Pourquoi ? À cause du contexte, du changement du marché du whisky à cette époque-là. C'est le début du développement des single malt. Auparavant, l'essentiel de la production de whisky en Écosse était réservé à l'élaboration des blends, des whiskies de grains. Les années 80 ont marqué un changement total. On a basculé sur un marché où les distilleries de whisky, en tout cas la plupart d'entre elles, se concentraient sur la production de single malt. Pour se différencier dans ce marché ultra concurrentiel, les distilleries de whisky, elles ont mis en avant quoi ? Leur origine régionale et leur style spécifique. Sauf qu'il n'y avait aucune réglementation à l'époque sur ce que l'on avait le droit ou pas de marquer sur l'étiquette des bouteilles. Du coup, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Chaque région s'est un petit peu auto-promue elle-même région de production du whisky. Et donc la Scotch Whisky Association a dû réagir très vite pour réglementer tout ça, ces régions. Au niveau du style, du profil aromatique des whiskies, elles n'étaient plus déjà toutes légitimes. Et notamment la région des Highlands, énormes et dont les profils aromatiques sont ultra variés en fonction du lieu de production. C'est pourquoi, très vite après l'officialisation de ces 5 régions de whisky, une 6e officieuse est née sous la plume de professionnels du whisky, de dégustants, de journalistes spécialisés, les whiskies des îles. Il s'agit en fait de tous les chapelets d'îles, de tous les archipels de la côte ouest de l'Écosse. C'est uniquement pour des questions de profil aromatique qu'on a distingué les whiskies des îles, contrairement à toutes les autres régions de whisky. Très variées, elles s'étendent sur un très large territoire. Elles vont de l'île d'Arran au sud, jusqu'aux îles Orcades tout au nord, en passant par l'île de Skye par exemple, l'île de Mull ou également l'île d'Aris. Aujourd'hui, dans le marché du whisky actuel, ces régions, elles n'attestent plus d'un style, d'un profil aromatique particulier. Le fait qu'elles aient été officialisées assez récemment dans l'histoire de la production de whisky, ça les rend d'autant plus artificielles. On ne s'y réfère plus. C'est plus
un argument de vente pour les distilleries de whisky. On va plutôt utiliser les fûts, les méthodes de fabrication, les matières premières employées, voilà, pour se distinguer aujourd'hui, plutôt que l'origine, que le terroir. Assez parlé d'histoire, maintenant on va passer aux choses sérieuses, entre guillemets. On va passer à mon top pour chaque région. On va commencer par le Speyside. Paradoxalement, c'est peut-être la région qui m'a donné le plus de difficultés, le plus de fil à retordre. Et pourtant, c'est la région où il y a le plus de choix. J'ai eu du mal à choisir. Pourquoi ? Parce que je me suis fixé, sinon ça aurait été trop facile, plusieurs critères pour sélectionner mes whiskies. L'accessibilité, tant au niveau du prix que de la disponibilité sur les sites ou chez les cavistes. Évidemment, la qualité. Et 3, il fallait que ce whisky soit représentatif du style supposé de chaque région. J'aurais pu prendre un Glenelgin 12 ans, mais il est très standard. Et du coup, mon choix s'est porté pour la région du Speyside sur le Morlar 12 ans. Une des distilleries les plus iconiques du Speyside, détenue par Diageo, mais surtout à cause de la complexité qui émane de ce whisky. Morlar, ça a toujours été considéré comme l'un des whiskies ayant le plus de caractère du Speyside, un peu cher sur le marché français, ce Morlar 12 ans. Il n'en reste pas moins que c'est une très belle référence. En plus, la bouteille est très jolie. C'est donc mon choix pour la région du Speyside. Pour chaque région, j'ai décidé de faire un titulaire et un suppléant. Voilà, pour plaire à tout le monde. Pour la région du Speyside, ce sera et là c'est pas une surprise pour vous, pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, le Benromach 10 ans. Pourquoi j'ai pas pris le Benromach 10 ans en tant que titulaire ? Et bien parce que son style n'est pas vraiment représentatif du Speyside. Il est très influencé par son vieillissement partiellement en fût de sherry. Il a beaucoup de caractère et surtout il est légèrement tourbé. Ce Benromach est censé refléter le style des distilleries qui produisaient avant la légalisation de la distillation. Une très belle affaire, un très bon rapport qualité-prix. Deuxième région, les Highlands. Encore une fois, énormément de choix. Finalement, j'ai choisi 2 whiskies au profil aromatique très différents qui reflètent la variété des styles de whisky produits dans les Highlands. Et mon titulaire pour cette région des Highlands, ce sera le Clynelish 14 ans d'âge. Ça fait pas longtemps que j'ai redécouvert ce whisky et j'avoue qu'au fil des verres, au fur et à mesure que le niveau de la bouteille descend, j'apprends à apprécier de plus en plus ce whisky. Une magnifique texture cireuse et un léger côté salin. En plus, c'est un très bon rapport qualité-prix. On le trouve facilement autour de 50 € sur le marché français. En suppléant, j'ai choisi le Edradour 12 ans Caledonia, un magnifique whisky ultra influencé par le vieillissement en ex-fût de sherry, avec tout le caractère, tout le côté rustique de la distillerie Edradour. Ce Edradour Caledonia, pourquoi je ne l'ai pas choisi en tant que titulaire ? Il aurait également eu sa place en tant que titulaire. Eh bien à cause de son accessibilité moindre sur le marché français. Vous aurez du mal à trouver une bouteille encore aujourd'hui de ce whisky. Bien que ce soit un embouteillage permanent de la distillerie Edradour, il est également un petit peu cher. On passe à Campbeltown. Campbeltown, vous me direz, ça n'a pas dû être bien difficile car il n'y a que 3 distilleries. Effectivement, j'ai tout de suite choisi comme titulaire le Kilkerran 12 ans. Voilà, je vous en ai parlé récemment dans mon top 3 des whisky pour 2025. Son rapport qualité-prix est devenu meilleur que celui du Springbank 10 ans, qui sera mon suppléant pour cette région. 2 whiskies d'une extrême qualité, avec du corps, avec une très belle texture, une longueur en bouche, légèrement tourbée et très complexe. On passe à Islay. Là aussi, mes choix étaient très faciles. J'ai respecté les 3 critères à la lettre et comme titulaire, j'ai choisi le Laphroaig 10 ans. Pourquoi j'ai choisi ce Laphroaig 10 ans ? Parce qu'il est sans doute plus accessible en termes de profil aromatique pour les amateurs débutants et surtout parce qu'il a une tourbe très caractéristique qui pour moi reflète totalement la tradition de production du whisky sur Islay, médicinale, herbacée, terreuse. En suppléant, j'ai choisi le Ardbeg Wee-Beastie. Et là, c'est plus du tout une surprise, j'en parle régulièrement sur la chaîne. Moins de 50 €, une quarantaine d'euros actuellement. C'est un 5 ans d'âge, très complexe, avec tout le caractère et la tourbe d'Ardbeg. On passe maintenant au Lowland. Là, j'ai eu beaucoup de mal également. Les Lowland, pour moi, ont toujours souffert d'un déficit de légitimité, d'un déficit
d'intérêt, ça commence à changer. Les Lowlands ont recouvré récemment un certain dynamisme en matière de production de whisky. En titulaire, j'ai choisi le Kingsbarns Ducott, qui pour moi reflète à la fois la tradition, un côté léger, fruité, mais également le renouveau, un peu plus profond avec un finish en fût d'ex-vin rouge portugais qui a été retoasté à l'intérieur, un peu plus de caractère, un côté fruit noir un peu plus prononcé, ce qui en fait un whisky tout à fait digne d'intérêt. En suppléant dans cette région, j'ai choisi le Bladnoch Vinaya. Bladnoch, c'est une distillerie qui est implantée depuis longtemps dans les Lowlands, mais c'est une distillerie qui a connu un renouveau assez récemment avec de nouvelles bouteilles et un nouveau style de la distillerie qui plaira pas à tout le monde forcément. On joue beaucoup sur les finishes dans cette distillerie et personnellement je trouve que la qualité des embouteillages est un petit peu aléatoire, notamment sur les embouteillages les plus chers. C'est pour ça que j'ai choisi ce Vinaya classique avec un vieillissement en ex-fût de Bourbon et ex-fût de Sherry et un placement tarifaire assez accessible autour de 50 € sur le marché français, 50-60 €, qui est plutôt équilibré, bien fait et qui reflète le côté un petit peu standard, un petit peu classique de la production historique des Lowlands. Il me reste une région, la région officieuse des îles, qui n'est pas officiellement reconnue par la Scotch Whisky Association, mais qui revient de toute façon quasiment dans toutes les vidéos. Mon choix, il a été très rapide. Pour moi, l'une des distilleries les plus représentatives des whiskies des îles, c'est Highland Park, et ça tombe bien, c'est une de mes distilleries préférées. J'ai donc choisi le Highland Park 10 ans comme titulaire pour la région des whiskies des îles. Pour moi, il s'agit déjà du meilleur rapport qualité-prix de la distillerie et il est à la fois représentatif du style de la distillerie, du style propre à Highland Park et également représentatif de ce que peut être un whisky des îles avec une tourbe légère et un côté minéral suppléant le Arran 10 ans. De nombreux amateurs préféreront sans doute le Arran 10 ans qui est également le whisky de l'année de Ralphie pour la deuxième fois. Pour moi, le Arran correspondrait plutôt au style des whiskies des Highlands, une complexité, une maturité qui est au-dessus de la moyenne pour un whisky de 10 ans d'âge. Très bon whisky, mais qui est peut-être, selon moi en tout cas, un peu moins représentatif de ce que devrait être un whisky des îles. Aujourd'hui, il y a une telle multiplicité de styles, d'offres de whisky dans chacune de ces régions qu'on peut difficilement trouver maintenant une harmonie. Pour moi, c'est impossible de définir chaque région uniquement par un style, par un profil aromatique. Est-ce que ces régions, pour autant, n'ont aucune légitimité, n'ont aucun sens? Non. Ce découpage, il n'est pas né de nulle part. Le fait qu'il soit tellement bizarre, c'est déjà un premier indice. On est vraiment sur des critères quasi exclusivement historiques, des critères patrimoniaux. Le style originel des Lowlands, il a quasiment totalement disparu aujourd'hui. Donc à l'époque de la création des régions de whisky dans les années 80, c'est pas un critère vraiment légitime sur lequel on aurait pu se baser pour créer cette région. Les Highlands, sans doute une des régions les plus connues, dans laquelle on retrouve certains des whiskies les plus appréciés par les amateurs. C'est plus un fourre-tout qu'une véritable région. Et d'ailleurs, le découpage régional, il aurait pu être bien différent. Les Highlands auraient notamment pu être découpés en plusieurs sous-régions. Une dizaine de régions avec 4 régions distinctes pour les Highlands, ça commence à devenir compliqué. Mais les Highlands auraient très bien pu également être encore plus étendus et intégrer la péninsule de Campbelltown. Reste le Speyside, c'est aujourd'hui peut-être la région la plus connue. Les conditions de production, les conditions géographiques ont fait qu'un style un petit peu différent de celui des Highlands s'est développé, mais ça ne veut pas dire que dans les Highlands, il n'y a pas des whiskies légers, et fruités et floraux. Il y a Glenmorangie par exemple. Voilà, donc on ne peut pas expliquer ces régions uniquement par le style. Ces régions, pourtant, elles restent reconnues. Elles se sont forgées une légitimité après leur officialisation dans les années 80. Et cela pour des raisons plus marketing qu'autre chose. 2 exemples pour étayer cela. Les Remarkable Regional Malts, un whisky, un blended malt pour chaque région, embouteillé par l'embouteilleur indépendant Douglas Lang, qui se revendique comme étant représentatif de chaque région, mais également la sélection des Classic Malts of Scotland, qui a été lancée en 1987, comme par hasard, en même temps que l'officialisation des régions par la Scotch Whisky Association, avec l'exception notable de Campbelltown, car Diageo ne possède aucune distillerie
dans cette région, mais ces Classic Malts of Scotland, comme leurs cousins Remarkable Regional Malts de Douglas Lang, se prévalent tous d'incarner le style de la région dont ils sont originaires. On arrive au bout de cette vidéo marathon, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue, trop rébarbative à regarder. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, encore énormément de vidéos à venir. Donc à bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.